Je suis rentré à la maison pour Thanksgiving, mais personne n'y était sauf mon grand-père. Mon père m'a envoyé un SMS disant « Nous avons dépensé vos 7 000 $ pour des vacances en famille. Amuse-toi bien. » Puis mon grand-père a dit « Crois-moi, ils n'aimeront pas ça quand j'aurai fini. » J'ai simplement acquiescé. 5 jours plus tard, il pleurait et suppliait. J'ai pris l'avion de Denver pour l'Ohio le mardi précédent Thanksgiving. Le temps était typiquement du Midwest, ciel gris, neige à moitié fondue sur la piste et vent qui vous transperçait le blouson, aussi cher soit-il. J'étais parti pour l'école depuis août, et entre les cours, le travail à mi-temps et les difficultés financières, je n'avais pas eu le temps de penser à grand-chose d'autre. Mais l'idée de Thanksgiving à la maison améliorait toujours les choses ou du moins, c'était le cas auparavant. Mon grand-père, Harold, m'attendait à l'aéroport avec une de ses pancartes manuscrites ridicules. Elle disait « Nathan, ouvrier agricole non payé ». Je n'avais même pas touché mon sac, et je souriais déjà. C'était ça, mon grand-père, silencieux la plupart du temps, mais lorsqu'il parlait, ses paroles portaient toujours. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet du retour, juste les habituelles petites conversations. Il a montré un cerf-mort sur le bord de la route et a marmonné quelque chose sur le fait que les gens savaient autrefois conduire sous la neige. Nous sommes arrivés dans l'allée. La maison avait l'air déserte, pas de lumière, pas de décoration, aucun signe qu'une seule tarte avait été envisagée, et encore moins cuite. Je suis entré, et tout m'a frappé à la fois, pas d'odeur de dinde ou de cannelle, pas de voix, pas de match de football résonnant depuis le salon, juste le silence et un étrange vide, comme si quelqu'un avait emballé l'esprit de Thanksgiving et l'avait expédié à une famille meilleure. Je suis resté là, confus, ma valise toujours à la main. Grand-père est entré derrière moi et s'est assis à la table de la cuisine, comme si tout allait bien. J'ai vérifié mon téléphone. Un message de mon père, envoyé 3 heures plus tôt, nous avons dépensé 7 000 $ pour des vacances en famille. Amuse-toi bien. Une photo était jointe, toute la famille, ma mère, mon père, ma jeune sœur, même le maudit chien posant devant un complexe hôtelier de plage, arborant des chemises hawaïennes assorties, des lunettes de soleil et des cocktails à la main. La légende, Moïse 2025. J'ai regardé l'écran pendant peut-être 1 minute. Au début, j'ai pensé que c'était une blague, mais non, ils sont vraiment partis. Ils sont partis en vacances sans me le dire pendant Thanksgiving. Et pas n'importe quelles vacances, des vacances à 7 000 $. J'ai montré le message à grand-père. Il l'a regardé longtemps, son expression impassible. Puis il a dit calmement, nous allons leur montrer où les crabes hibernent. Je n'ai même pas demandé ce que cela voulait dire, j'ai simplement hoché la tête. Je n'avais pas entendu cette expression depuis des années, mais je savais ce qu'elle voulait dire, quelque chose allait arriver. Le lendemain matin, grand-père m'a réveillé tôt. Il m'a donné du café et un bloc-notes jaune et m'a dit de commencer à noter des choses, noms, dates, compte tout ce dont je me souvenais concernant l'argent que j'avais économisé pendant l'été. Voyez-vous, ce que je ne lui avais pas encore dit, mais que j'allais faire, c'est que j'avais économisé environ 8 000 $ en travaillant à 2 emplois pendant l'été. La plupart étaient en espèces, je l'avais gardé dans ma chambre, caché, car je ne faisais pas confiance aux banques en ligne après ce qui s'était passé l'année dernière. Je suis monté à l'étage et j'ai vérifié ma chambre, et oui, c'était parti. C'est à ce moment-là que ça a cessé d'être un geste mesquin et pourri de la part de la famille, c'est à ce moment-là que c'est devenu un vol. Je suis redescendu et j'ai donné la liste à grand-père. Il l'a regardé et n'a rien dit, il a juste hoché la tête une fois. Puis il a pris le téléphone de la maison et a passé 3 appels, un à un type nommé Benny, un à un avocat qu'il connaissait grâce à une partie de poker, et un à son vieil ami Ed, qui travaillait autrefois pour le service du shérif. Au dîner, il avait un plan complet. Il impliquait des pressions légales, la honte familiale et quelques fuites stratégiques à certaines personnes que mon père ne voulait certainement pas connaître. Grand-père n'était pas en colère, il était chirurgical. Il pensait qu'il partait simplement en vacances agréables sans le fils ennuyeux et le vieil homme. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'ils avaient officiellement déclenché une guerre, et dans 5 jours, il pleurait sur le perron, me suppliant de les aider à défaire ce que grand-père avait commencé. Mais cette partie reste à venir. D'abord, il faut savoir ce qui s'est passé le lendemain matin. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de grand-père qui tapait à la machine. Et quand je dis taper à la machine, je veux dire une machine à écrire, pas un ordinateur portable, pas même un ordinateur de bureau, une véritable machine à écrire qui ressemblait à celle de la Seconde Guerre mondiale qu'il avait descendue du grenier, comme s'il se préparait à un espionnage de la guerre froide. Il leva les yeux,
me tendit une tasse de café instantané et pointa la table. Il y avait des dossiers dessus, reçus, anciens documents financiers, formulaires fiscaux, et au milieu, ma liste, celle où j'avais noté les 8170 $ que j'avais économisés pendant l'été. Il n'a rien dit pendant un moment, il a juste continué à taper. Finalement, il a glissé une feuille de papier sur la table. C'était une lettre à mon père, pas d'émotion, juste des faits. Elle expliquait comment j'avais économisé l'argent, où il était gardé, et comment ce montant exact avait mystérieusement disparu juste avant que la famille ne parte pour Maui. Pas d'accusation, mais pas de place au doute. Je n'ai pas demandé comment il était si calme, je l'ai juste regardé bouger comme un homme qui avait attendu des années que quelque chose ait de nouveau de l'importance. Il n'était pas en colère, il était énergisé. À midi, grand-père avait envoyé des copies certifiées conformes de cette lettre à 3 personnes, l'employeur de mon père, son comptable, qui faisait également les impôts de mon oncle, et son club de campagne. Ce n'était même pas encore de la vengeance, juste des coups de semonce. Puis est venue la deuxième vague. Nous sommes allés à la banque. Grand-père m'a fait ouvrir un compte séparé en son nom, avec moi comme co-signataire. Ce n'était pas pour la protection, c'était un appât. Il y a mis 100 $ juste pour que ce soit officiel, a dit que nous en aurions besoin plus tard. Après cela, nous sommes allés chez un de ses amis, un vieil homme grizzlé nommé Kenny, qui dirigeait une imprimerie dans un garage. Kenny nous a fait une douzaine de fausses cartes postales, réservées la date, pour une fête fictive du 75e anniversaire de grand-père. La liste des invités? Toutes les personnes que ma mère aimait exhiber, ses voisins, ses amis de Pilate, et le pire de tout, son groupe d'église. À ce stade, je ne savais même pas quel était le plan, je ne faisais que suivre les ordres. Ce soir-là, grand-père a cuisiné quelque chose d'étrange avec des oignons et du poisson en conserve, nous a versé à tous les deux un verre de whisky bon marché, et s'est assis en face de moi. Il a dit que mon père avait l'habitude de voler des pièces de monnaie dans son cendrier quand il était adolescent. Il a dit que c'était toujours petit au début, et que personne ne l'avait remarqué, mais que l'habitude ne l'avait jamais quitté. Grand-père avait laissé passer des décennies. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de ce qui se passe lorsque vous pensez que vous ne serez jamais tenu responsable. Et puis il a dit quelque chose qui résonne encore dans ma tête, je ne l'ai pas élevé pour qu'il soit ce genre d'homme, mais s'il veut se comporter comme ça, nous le traiterons comme tel. Le lendemain, j'ai publié la photo de famille de Moïse sur Facebook avec une légende qui disait simplement « Heureux qu'il profite de l'argent de mes études ». Elle a été partagée 27 fois en 1 heure. Au début, rien. Puis mon téléphone s'est illuminé, des textos, des appels manqués, un de ma mère me demandant de supprimer le message, un autre de mon père disant que je réagissais de manière excessive, un message vocal de ma sœur qui commençait par « Tu ne comprends vraiment pas à quel point il travaille dur » et se terminait par « Dieu, tu es un tel martyr ». Je les ai tous ignorés. 3 heures plus tard, ils ont finalement appelé grand-père. Je me suis assis à côté de lui pendant que le téléphone sonnait. Il a répondu comme si de rien n'était. Il a juste dit beaucoup de « pendant qu'il parlait. Puis, après une longue pause, il m'a regardé, a fait le plus léger signe de tête et a dit « Vous allez rendre chaque dollar » ou j'appuie sur « Envoyer ». Puis il a raccroché. J'ai demandé ce que « envoyer » voulait dire. Il a pointé un dossier sur son bureau étiqueté « Feuille de contact de l'IRS ». J'ai commencé à réaliser que grand-père ne bluffait pas, et le meilleur? Il ne leur avait toujours pas dit qu'il savait qu'ils avaient pris l'argent de ma chambre. Cette partie est venue ensuite. Le lendemain de l'appel téléphonique, les choses sont devenues étranges très vite. Mon père a essayé de prétendre que tout était un malentendu. Il a envoyé un email intitulé « Clarification », où il a essentiellement essayé de faire croire qu'il pensait que je ne rentrerais pas à la maison et on supposait que l'argent était juste des restes oubliés du lycée. Ce qui aurait été drôle si ce n'était pas si pathétique. J'ai littéralement envoyé un texto à ma mère il y a 2 semaines à propos des plans de Thanksgiving, elle a même demandé si j'aimais la tarte à la citrouille ou la tarte aux noix de pécan. Mais bien sûr, oui, juste un gros malentendu. Grand-père n'a pas répondu. Il a imprimé l'email, l'a plié en 2 et l'a mis dans un dossier rouge intitulé « Idiot ». Ce même matin, grand-père a fait une visite discrète au bureau du greffier du comté et a récupéré un formulaire de petite créance. Puis nous nous sommes arrêtés chez l'avocat Howie, chez lui. Le type travaille dans son sous-sol converti et brasse sa propre bière dans le garage. Il s'appelle Arthur, il a la soixantaine, et il a souri un peu trop largement quand grand-père lui a raconté ce qui s'était passé. Arthur a rédigé une lettre de demande officielle.
Elle indiquait le montant volé, nommait mon père et ma mère, et suggérait poliment que si le montant total n'était pas remboursé dans les 3 jours ouvrables, des poursuites judiciaires seraient engagées, notamment pour fraude, vol et violation de propriété privée. C'est le même jour où grand-père a découvert comment ils étaient entrés dans ma cachette. Il s'avère que ma mère a trouvé l'argent lors d'un grand nettoyage de ma chambre avant mon retour, le même grand nettoyage où elle a mis mes trophées de baseball du lycée en vente sur Facebook Marketplace. Elle a envoyé ce petit détail par texto à ma tante, pensant se défouler. Ma tante a fait une capture d'écran du message et me l'a envoyé directement avec la légende « WTF leur arrive-t-il ?» C'était la dernière chose dont grand-père avait besoin. Il n'a pas crié, il n'a même pas eu l'air en colère. Il s'est simplement dirigé vers la cuisine, a sorti une boîte à cigares poussiéreuse de la tablette supérieure et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un vieux grand livre de l'époque où il dirigeait une entreprise de matériel agricole, nom, chiffres, compte. Il s'est tourné vers une page blanche et en a commencé une nouvelle. En haut, il a écrit « Les gens qui n'existent plus » et en dessous, il a ajouté le nom de mon père, puis celui de ma mère, puis, après un moment d'hésitation, celui de ma sœur. Il a refermé la boîte. Il n'a plus rien dit pour le reste de la soirée. Le lendemain matin, il a appelé sa banque et a annulé les paiements automatiques mensuels qu'il envoyait à l'hypothèque de mes parents. Apparemment, il payait certaines de leurs factures depuis des années, sans jamais le dire à personne. Puis il a appelé son conseiller financier et a fait un autre changement, retirant leurs 2 noms comme bénéficiaires. Le conseiller lui a demandé s'il était sûr. Grand-père a dit, l'enfant a plus de colonne vertébrale que 2 réunies. Donnez-lui tout. Cet après-midi-là, un SUV noir est arrivé dans notre allée. C'étaient eux mes parents, de retour de Moïse plus tôt que prévu. Je les ai observés à travers la fenêtre du devant, fatigués, brûlés par le soleil, et complètement confus quant à la façon dont la dynamique du pouvoir avait tellement changé en 5 jours. Mon père a frappé à la porte. Grand-père n'a même pas bougé. Je l'ai ouverte. Ils n'ont même pas dit bonjour, ils sont simplement entrés comme s'ils étaient toujours propriétaires des lieux. Ma mère a regardé autour d'elle et a demandé où était le chien. Il était chez nos voisins, grand-père avait pensé à tout. Puis ils se sont assis, tout en dramatisant, et mon père m'a regardé et a dit « Nous devons parler à ton grand-père ». Grand-père était assis dans son fauteuil inclinable, feuilletant un catalogue Bass Pro Shops comme si de rien n'était. Je leur ai dit qu'il écoutait. Mon père a commencé à parler de la façon dont tout était un malentendu, qu'ils avaient paniqué, qu'ils ne pensaient pas que ça exploserait comme ça. Grand-père a tourné la page, il n'a pas dit un mot. Puis ma mère a fait ce qu'elle fait de mieux, elle a commencé à pleurer, a dit à grand-père qu'ils avaient fait une erreur, qu'il se sentait terriblement mal, et qu'elle était sur le point d'appeler la police pour signaler la disparition de l'argent et dire que ce devait être un cambriolage. C'est à ce moment-là que grand-père a enfin parlé, « Si vous avez menti à la police au sujet du vol commis à votre propre fils, je leur donnerai moi-même vos textos. » Silence. Il s'est levé, s'est dirigé vers le bureau et a remis à mon père la lettre d'Arthur. Mon père l'a regardée, est devenu pâle, puis l'a posée comme si elle pouvait prendre feu. Puis grand-père les a regardés tous les deux et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Rendez chaque centime », ou Nathan appuie sur envoyer. Ils n'ont pas demandé ce que « envoyer » voulait dire, ils n'avaient pas besoin de le faire. L'enveloppe sur le bureau marquée « IRS » en disait assez. J'ai regardé mon père avaler ce qui lui restait d'orgueil. « Pouvons-nous au moins avoir quelques jours » a-t-il demandé. Grand-père a hoché la tête. « Vous avez jusqu'à lundi. » Et puis il a quitté la pièce. Ils m'ont supplié de lui parler. Ils ont dit que j'étais le seul qui pouvait le faire changer d'avis. J'ai dit que j'y réfléchirais. Je ne l'ai pas fait. Ils sont partis la tête baissée et les promesses volaient dans tous les sens, ils allaient arranger ça, ont-ils dit, ils allaient arranger les choses, ils allaient parler à la banque dès lundi matin. Je n'ai rien dit, j'ai juste fermé la porte derrière eux et j'ai regardé par la fenêtre leur SUV s'éloigner comme des criminels quittant les lieux de leur propre intervention. Grand-père n'a pas beaucoup parlé pour le reste de la journée. Il a grillé 2 steaks dans la neige et m'a donné le plus gros sans demander. Nous avons regardé une rediffusion de Jeopardy, et il s'est endormi dans son fauteuil inclinable avant la manche finale. Je me suis assis dans le silence et j'ai pensé à la rapidité avec laquelle tout avait changé. Il y a 5 jours, je pensais rentrer à la maison pour manger de la purée de pommes de terre et entendre des blagues passives-agressives de ma tante. Maintenant, je faisais partie d'une mutinerie familiale orchestrée par un homme qui n'a pas élevé la voix mais qui, d'une manière ou d'une autre, dirigeait toujours la maison. Lundi est arrivé. Aucun virement d'argent, aucune excuse,
juste un texto de ma mère, ce fut un week-end difficile. Veuillez nous donner un peu de temps. Je l'ai montré à grand-père. Il l'a lu, a hoché la tête une fois, puis a ouvert le tiroir et a sorti l'enveloppe marquée « IRS ». En dessous, il y en avait une autre marquée « Service du shérif ». Il les a toutes les deux ouvertes, les a posées sur la table de la cuisine et m'a tendu un stylo. Je ne fais pas ça dans votre dos, mais vous dites le mot, et tout disparaît. Je lui ai demandé d'attendre encore un jour pas pour eux, pour moi. Je voulais voir jusqu'où ils allaient aller. J'ai donc envoyé un texto à mon père, grand-père a les lettres. Vous avez jusqu'à midi demain. Pas de réponse. Mardi matin, je me suis levé tôt. Il y avait déjà du mouvement en bas. Grand-père était assis à la table, buvait du café, les enveloppes étaient toujours intactes. J'ai vérifié mon téléphone, rien. À 11h50, le téléphone a sonné. C'était ma sœur. J'ai répondu, et tout ce que j'ai entendu, c'est ses sanglots. J'ai attendu. Finalement, elle a passé le téléphone à mon père. Il a dit qu'il n'avait pas l'argent. J'ai demandé ce qu'ils avaient. Il a dit qu'ils avaient environ $3000, le reste était lié à la facture de l'hôtel, à quelques forfaits touristiques et à un accident de scooter que ma mère a eu et qui a apparemment coûté $2000 de frais. Honnêtement, je ne savais pas s'ils mentaient ou s'ils étaient vraiment aussi stupides. Je lui ai redemandé, ont-ils pris l'argent de ma chambre? Silence. Puis, enfin, oui. Je suis allé dans la cuisine, j'ai pris les deux enveloppes et je me suis assis en face de grand-père. Puis j'ai dit, bon, envoyez la première. Il ne m'a pas demandé si j'étais sûr. L'enveloppe de l'IRS est partie à 12h04, en courrier recommandé. J'ai envoyé un texto à mon père, une de moins. À 14h, ils sont arrivés sans prévenir. Ma mère pleurait avant même qu'ils ne frappent. Mon père avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 2 jours. Ils n'ont pas demandé à entrer, ils sont juste restés sur le perron comme des enfants pris en train de tricher à un examen. Grand-père n'a pas bougé de son fauteuil, mais j'ai ouvert la porte. Il suppliait, vraiment suppliait et disait qu'il ne voulait pas me faire de mal, disait que c'était un manque de jugement. Ma mère a essayé de culpabiliser grand-père avec une histoire sur le travail acharné qu'elle avait fait dans sa vingtaine pour payer ses médicaments. Il n'a rien dit, il s'est juste assis là et a siroté son café. Puis mon père a dit qu'ils allaient récupérer l'argent, jusqu'au dernier centime. Il a demandé à grand-père d'annuler la lettre de l'IRS. Grand-père a levé une main, pas d'argument, juste aujourd'hui. Ils sont repartis, moins dramatiquement cette fois-ci. À 18h43, mon père est arrivé dans l'allée et m'a remis une enveloppe avec $5000 en espèces. Il a dit que le reste serait là d'ici jeudi. Je l'ai prise, compté et j'ai fermé la porte. J'ai donné l'enveloppe à grand-père. Il en a sorti $500, me les a rendus et a dit, pour vos ennuis. Puis il a allumé un cigare sur le perron et a dit, nous garderons la deuxième enveloppe pour le moment. Il ne m'a jamais dit qu'il en avait une deuxième, mais je savais que jeudi allait arriver. Jeudi est arrivé avec un étrange calme, pas d'appel téléphonique, pas de texto, pas de SUV arrivant comme des gangsters de banlieue, juste un ciel gris et l'odeur de la neige qui revenait. Grand-père a fait des crêpes et y a ajouté des pépites de chocolat, comme s'il s'agissait d'une sorte de cérémonie de récompense silencieuse. Nous avons mangé dans la cuisine avec l'enveloppe toujours sur le comptoir, intacte, en attente. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se présente avec le reste de l'argent, mais je me suis trompé. À exactement 10h27, mon père a envoyé un texto, nous avons le reste. Veuillez nous laisser entrer. Grand-père n'a pas levé les yeux de son mot croisé. J'ai ouvert la porte. Ils étaient là, ma mère, ayant l'air de ne pas avoir dormi, mon père, tenant une enveloppe blanche unie comme s'il s'agissait de code de lancement nucléaire. Ils n'ont pas parlé, ils l'ont juste remise et ont attendu. À l'intérieur se trouvaient $3170 en espèces, jusqu'au dollar près. Pas de notes, pas d'excuses. Je n'ai pas dit merci, je n'ai rien dit. Je l'ai posé sur la table à côté de la première enveloppe et j'ai regardé grand-père. Il a regardé le total, a hoché la tête et a dit, maintenant, ils vont attendre. Mes parents ont demandé ce qu'il voulait dire. Il s'est levé et a dit, vous le découvrirez dimanche. Ils sont partis sans un mot. Ma mère a regardé en arrière une fois, comme pour dire quelque chose, mais la porte s'est fermée avant qu'elle ne puisse le faire. Ce soir-là, grand-père a reçu un appel de son conseiller financier. Je n'ai entendu qu'une partie de la conversation, mais il s'agissait de modifier à nouveau le testament.
Après avoir raccroché, il m'a remis un dossier. À l'intérieur se trouvait un document me nommant seul bénéficiaire de tout, épargne, propriété, même le vieux camion à l'extérieur qui ne fonctionnait plus depuis 2004. Je lui ai dit que je n'avais besoin de rien de tout cela. Il a dit, il ne s'agit pas de besoin. Puis dimanche est arrivé. Grand-père s'est habillé comme s'il allait à l'église, kaki rentré dans les chaussettes, chemise, veste avec des coudières. Mais nous ne sommes pas allés à l'église, nous sommes allés au centre communautaire de la ville. Vous vous souvenez de ces cartes, réservez la date, que nous avons imprimées. Il les a effectivement envoyées par courrier, a dit à tout le monde qu'il organisait un potluck anticipé pour son 75e anniversaire, et tout le monde est venu, les voisins, les anciens copains de poker, même le pasteur, et surtout, mes parents. Ils sont entrés comme si de rien n'était, souriant, faisant signe de la main. Ma mère a distribué des biscuits, mon père a servi de la limonade. C'était tout à la fois très étrange, normal et fonctionnel. Veuillez oublier tout jusqu'à ce que grand-père monte sur scène avec un microphone. Il a remercié tout le monde d'être venu, a fait quelques blagues sur le fait que vieillir signifie devenir bruyant au sujet de son testament, puis a annoncé avec désinvolture qu'il avait récemment mis à jour tous ses plans successoraux, avec effet immédiat. Il a regardé directement mon père, j'ai tout laissé à la seule personne qui ne m'a pas volé ou menti en face, Nathan. On a pu entendre une fourchette tomber sur le carrelage. Ma mère a ri comme s'il plaisantait. Il ne plaisantait pas. Il m'a tendu le microphone et s'est éloigné comme si c'était une soirée karaoké. Je n'ai pas fait de discours, j'ai juste dit merci. Puis nous avons servi le gâteau. Mes parents sont partis tôt, pas d'adieu, pas de câlin. Mes grands-pères et moi, nous sommes restés jusqu'à la fin, avons joué aux cartes avec le ministre, avons mangé trop de gratin, et sur le chemin du retour, grand-père a dit, la vengeance n'est pas bruyante, elle est juste durable. Je me suis réveillé le lundi après la fête et j'ai pensé que c'était peut-être fini, que nous allions passer à autre chose, que le silence se maintiendrait, que la tempête était passée. Mais grand-père n'avait pas fini. À 9 heures, il était déjà dehors sur une échelle dans le froid, en train de dévisser la caméra de sécurité que mon père avait installée l'année dernière. Il n'a rien dit quand je suis sorti avec du café, il a juste continué à travailler. Puis il est allé dans toute la maison en changeant les serrures, porte d'entrée, garage, même la petite serrure du sous-sol que personne n'utilise. Quand je lui ai demandé pourquoi il faisait tout ça maintenant, il m'a regardé et a dit, ils ont perdu l'accès. Cet après-midi-là, il a imprimé une liste de tout ce qu'il partageait encore avec mes parents, compte joint, factures, abonnements partagés, même le service d'assistance routière AA. Il les a annulés un par un, appelant le service clientèle en haut-parleur, en utilisant son nom complet, en l'orthographiant clairement, en s'assurant qu'il comprenait. Chaque appel se terminait de la même manière, oui, j'en suis sûr. Retirez-le. Il a appelé sa banque et m'a retiré du compte étudiant cosigné non pas pour me punir, mais pour en ouvrir un nouveau à mon seul nom. Puis il a transféré ses économies sur ce compte, chaque dollar. Il a dit qu'il en avait assez de regarder les autres utiliser à mauvais escient les choses pour lesquelles il avait travaillé toute sa vie. Plus tard ce soir-là, après le dîner, il a sorti une vieille boîte inifugée du placard du couloir. À l'intérieur se trouvait un dossier épais avec les mots « Dernier testament et codicile » écrits à la main à l'encre délavée. Il l'a jeté dans la cheminée et a allumé une allumette. « On ne récompense pas les rats avec du fromage », a-t-il dit. Je n'ai rien dit, je n'avais pas besoin de le faire. Le vendredi suivant, une carte de ma mère est arrivée par la poste, achetée en magasin, générique. Elle disait « Tu nous manques. Rentrée pour Noël. Recommençons. » À l'intérieur se trouvait une photo du sapin de Noël en cours de décoration, notre chien portait des bois de Rennes, ma sœur tenait un plateau de biscuits. Tout cela criait, voyez, rien ne s'est passé. Grand-père l'a regardé et me l'a rendu. Les gens désespérés décorent tôt, a-t-il marmonné. Je n'ai pas réagi à la carte, mais j'ai pris une photo de la cheminée, pas de bas, pas d'ornement, juste la surface propre des briques et un feu qui brûlait faiblement derrière la grille. Je l'ai postée avec la légende, vous ne pouvez pas décorer par-dessus la trahison. Elle a attiré encore plus l'attention que le message de Thanksgiving. 2 jours plus tard, on a frappé à la porte. C'était mon père. Il ne portait pas de veste, même s'il faisait en dessous de 0, pas de voiture en vue, juste lui, ressemblant plus à quelqu'un qui venait de quitter un chantier de construction qu'à un homme essayant de nourrir sa famille. Grand-père a ouvert la porte à moitié. Mon père n'a pas dit bonjour, il n'a pas demandé à entrer, il a juste dit, vous avez gagné.
Grand-père a secoué la tête. Ce n'était pas un jeu, puis il a fermé la porte. Le lendemain matin, grand-père a passé un autre appel téléphonique pas à un avocat ou à une banque au vérificateur du comté. Il a demandé quel formulaire était nécessaire pour transférer un titre de propriété, a dit qu'il voulait le faire en personne, sans intermédiaire. 2 jours plus tard, nous étions assis en face d'une femme fatiguée dans un bureau gouvernemental pendant que grand-père signait l'acte de la maison en mon nom. Il a laissé les services publics à son nom, mais tout le reste impôts, terrain, propriété future était maintenant le mien. En rentrant à la maison, il m'a de nouveau remis le dossier de l'avocat. Cette fois-ci, j'ai remarqué quelque chose de nouveau, une petite note agrafée à l'avant qui disait « La confiance est un héritage plus fort que l'argent ». L'hiver est arrivé durement après cela. La neige est arrivée tôt. Grand-père et moi n'avons rien fait de spécial pour Noël, pas de sapin, pas de lumière, juste un poulet rôti et quelques vieux films de guerre sur DVD. Nous n'avons plus jamais entendu parler de mes parents pas directement. J'ai vu un message de ma mère sur Facebook en janvier. C'était une photo d'elle et de mon père souriant lors d'une collecte de fonds avec la légende « Certaines choses sont tout simplement trop précieuses pour y renoncer ». Je ne l'ai pas aimé, je n'ai pas commenté, j'ai juste continué à faire défiler. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste, écrite à la main par ma sœur. Elle voulait se retrouver pour prendre un café, a dit qu'elle n'était pas d'accord avec tout ce qui s'était passé, mais qu'elle comprenait enfin pourquoi. Je n'ai pas encore répondu. Parfois, une rupture nette est la chose la plus miséricordieuse que vous puissiez faire. Et grand-père? Il est toujours là, toujours silencieux, toujours observant le quartier à travers la fenêtre du salon comme un détective à la retraite attendant une autre affaire. Mais de temps en temps, je le surprends en train de sourire quand il me voit réparer quelque chose dans la maison, ou payer les factures à temps, ou simplement vivre avec un peu plus de colonne vertébrale qu'avant. Il pensait pouvoir m'effacer avec des vacances. Au lieu de cela, ils se sont effacés eux-mêmes du testament, de la maison, de l'histoire. Vous vouliez savoir où les crabes hivernent? Juste ici, dans une maison chaleureuse, appartenant à quelqu'un qui la mérite.